Monaco est passé à un rien de remporter l'Euroleague. Un match de cette magnitude se joue sur des détails et ils sont ce dimanche tombés dans l'escarcelle du Fener grâce à un plan de match exécuté à la perfection. Malgré 2 défaites en saison régulière, l'équipe de Sarras s'est parfaitement adaptée à Monaco et les a mis énormément en difficulté grâce à leur choix défensif, malgré un match difficile pour eux dans l'adresse. Décryptage. Ils sont notamment rentrés dans le match en exécutant la défense weak, c'est-à-dire en poussant vers la main faible tous les joueurs de Monaco et en protégeant. Ici, on voit par exemple Mike James arrive en mouvement, il y a beaucoup de situations comme ça avec Spanoulis, on essaie vraiment de l'empêcher d'attaquer à droite, même si ici il faut le repousser loin, on voit vraiment il ferme le côté droit, il le pousse vers le côté gauche pour essayer de l'emmener sur des situations sur lesquelles il est un peu moins confortable que sur sa main droite. On a des tirs très difficiles et ensuite tout le monde vient protéger son joueur pour empêcher les passes, mais également pour empêcher d'aller au rebond. Vous voyez ici, on pousse Mathieu Strazel sur sa main gauche, on est en retard, Mathieu réussit très intelligemment à partir sur la droite, Guduric passe sous l'écran, Cambridge compense pour pouvoir vraiment réussir à le récupérer, l'empêcher de trouver son tir sur lequel il est très à l'aise à droite, et on le force à faire des choses compliquées sur sa main gauche, à essayer de les faire battre, non pas par des tirs à 3 points, mais par attaquer le cercle sur leur main faible. On pousse Mike James sur sa main gauche. Ici, on est très agressif sur lui parce qu'il est plus dangereux. On vient aider de l'opposé pour pouvoir empêcher Daniel Theis d'aller facilement au cercle. On vient protéger la raquette. Et ça a été une des vraies qualités du Fenerbahçe tout au long du match, de vraiment protéger la raquette et de forcer Monaco à prendre des tirs difficiles, voire très difficiles. Ici, il pousse Elie Okobo à droite. Vous allez voir que très intelligemment, il va feinter, aller bas pour forcer le défenseur à aller bas également. Et ensuite, le spin move. Et du coup, d'une situation où on l'a poussé vers sa main droite, il retrouve une situation où il est sur sa main gauche, où il est plus à l'aise, une situation de protection normale. On les force à venir aider comme on a vu tout à l'heure. Et on trouve un tir. C'était le premier ajustement de Spanoulis. Le deuxième, ça a été ici, faire écran, pick and pop avec Daniel Theis. Comme on protège, on recule. Il y a beaucoup de distance à couvrir. Ça ouvre un tir ouvert qu'il a mis et ça a déclenché un changement de stratégie défensive. Parce que pour éviter de se faire punir par des tirs à 3 points, ils ont décidé de changer défensivement. Donc on met un plus grand sur les joueurs extérieurs, mais pour éviter de les laisser trop avoir de tirs, vous allez voir qu'il y a eu beaucoup d'aide. Ils ont essayé vraiment de protéger très efficacement la raquette. Ça a donné des tirs très compliqués pour les joueurs extérieurs, les tirs qu'ils affectionnent normalement sur les switches. Monaco, ils tentent de faire reculer les grands et de tirer par-dessus. Ils n'ont rien trouvé de ce point de vue-là. Cambridge a été vraiment incroyable défensivement, ça a été le MVP de la défense du Fenerbahçe. Il a de l'envergure, il est grand, il est mobile et il a réussi à protéger le cercle. Mais contrairement à Wick, ici, tous les joueurs de Fenerbahçe étaient prêts à venir aider. Vous voyez qu'ils sont tous dans une position de stunt, c'est-à-dire entre Elie Okobo et leurs joueurs, avec 2 joueurs pour protéger le cercle, pour limiter les espaces de drive. Ici, on voit Elie Okobo qui passe Nicolo Melli, mais il y a un joueur qui est prêt à venir aider, qui saute très haut, vertical, gêner la lay-up, et on voit qu'ils sont presque tous dans la raquette pour venir protéger les petites passes, empêcher les points faciles dans un match de cette importance, et forcer les tirs difficiles. Et ils ont fait un magnifique travail. D'habitude, Monaco sur les switches fait très mal sur ces petits tirs, mais le fait de resserrer autour et de leur mettre la pression, notamment avec Cambridge encore une fois, qui ici fait perdre le ballon à Jordan Lloyd, ça enlève exactement ce que voulait Monaco, soit les tirs, soit les attaques des petits. Et donc, ils ont été obligés de trouver d'autres solutions parce que ça a été vraiment très compliqué. Il y a eu un seul tir marqué sur ces attaques de petits. Ça fait très peu, c'est-à-dire qu'il a fallu des exploits individuels des joueurs pour réussir à passer le switch, à venir et tirer par-dessus. Mais l'efficacité restait trop faible, surtout parce que le Fener a très bien protégé son cercle. Ils ont réussi à mettre beaucoup plus de pression sur les porteurs de balles de Monaco que l'Olympiakos, qui a des grands moins mobiles, et surtout, après, ils sont venus protéger le cercle, toujours en sautant haut, les bras en l'air. Ils ont forcé les joueurs de Monaco à arriver à pleine vitesse, à réaliser des tirs très compliqués face aux contreurs. Et donc, on a vu beaucoup de lay-up ratés par les joueurs de Monaco, pas parce que c'est des tirs faciles, mais parce qu'il y avait énormément de dissuasion du Fener, sans même sauter. Cambridge ici, il fait peur à Blossom Game.
Donc comme ils trouvaient pas de solution avec leurs petits, ils ont essayé de mettre la balle dedans, Monaco, de donner la balle postée, puisque c'était une des façons de résoudre le problème autrement. Comme il y a un Devon Hall sur Mame Diaité, on essaie de donner la balle à Mame Diaité. Vous voyez qu'ils sont presque en zone, tous. Tout le monde vient protéger la raquette, ensuite on revient vite sur son joueur, le joueur à l'opposé vient aider pour Mame Diaité, et surtout on se bat autour de lui pour ne pas le laisser prendre la position, tourner autour de lui et pouvoir toucher la balle si la passe n'est pas parfaite. Ils ont vraiment eu du mal à mettre la balle dedans. On voit que dans la prise de position, il y avait des soucis à réussir à garder les joueurs contactés pour montrer une vraie cible au passeur, et les passes n'ont pas toujours été parfaitement réalisées. Et puis ils ont également laissé le Fener re-switcher. Ici vous voyez il y a un switch. Elio Kobo il attaque, ce qui permet à Guduric de revenir devant lui et Cambridge de pouvoir reculer pour se remettre sur Mame Diaité. Et donc au final, on a un post-up, mais on n'a plus d'avantage. On vient aider et on force un tir à l'aube des dernières secondes. Et puis pour la possession peut-être la plus importante du match, à -7 à 1 minute 30, sur Daniel Theis, où on avait réussi en isolant complètement pour enlever les problèmes à lui passer la balle, il n'a pas réussi à scorer. Là aussi, l'efficacité sur les switches a été vraiment très très faible. Voyons ici, on a Nicolo Melli sur Mike James, on donne la balle à Calathes, on essaie de faire poster Daniel Theis en isolant l'espace, mais sur ce spacing-là, ils n'ont rien trouvé parce que comme le Fener a paqué la raquette, il y a toujours eu quelqu'un pour venir protéger. Là, on va voir un modèle de rotation défensive. On fait switcher, on essaie d'avoir le post-up. Donc, le joueur à l'opposé vient aider très très fort. On renverse la balle. Vous voyez qu'Elio Kobo, il est tout seul, mais la passe est difficile à réaliser parce qu'il n'y a pas forcément d'angle. On met la pression sur Nick Calathes, donc la passe arrive, mais trop tard. Et donc, on fait un close-out et on génère une 24 secondes. Ils ont réussi à trouver un tout petit peu de solution en prenant mieux la position par au-dessus avec Daniel Theis et en utilisant le fait que Daniel Theis faisait un écran sur son joueur pour attaquer, même si ici Alpha Diallo il attaque un tout petit peu trop tard et donc il ne profite pas au maximum de cette solution, même si Monaco finit par marquer. Peut-être l'attaque la plus belle sur les switches qu'on a eu de tout le match, c'est celle-ci où Daniel Theis arrête de prendre la position pour enlever les 3 secondes, il revient par-dessous et Matheus Rasel il attaque pile au moment où il prend la position de façon à ce qu'il lui libère vraiment l'espace, qu'il puisse attaquer sur sa main droite et là on a un accès au cercle complètement libéré pour la première fois et seul du match. Le Fener a vraiment posé des barbelés autour de la raquette, il y a eu très peu de lay-up pour Monaco, qui a quand même réussi en quatrième quart-temps à un peu mieux attaquer les switches, notamment sur les stuns, sur ces aides qu'on a vues tout à l'heure. Ici, vous voyez qu'il y a une aide qui vient. Il faut passer la balle dès maintenant, parce que là, j'ai l'angle de passe dans le coin pour Alpha Diallo. Si je rentre dans le joueur pour ensuite passer la balle, c'est trop compliqué. Ils se sont entêtés à jouer des 1 contre 1 pendant 3 quarts-temps. Dans le quatrième, on a vu enfin des idées sur l'attaque des stuns, c'est-à-dire laisser de l'espace, venir attaquer pour rendre un peu de liberté pour Daniel Theis derrière, passer la balle avant, donc de façon à ce que on soit un petit peu en retard et qu'on trouve des points faciles. Ou alors ici sur un switch, vous allez voir Mike James qui va feinter la passe, donc qui va faire se lever Cambridge. Et là, on a un avantage et c'est une des premières fois qu'on a réussi à attaquer le switch. On les fait fort venir aider. Et ensuite, là, on trouve des close-out. Il y a un avantage qui est déjà créé. C'est plus facile d'aller trouver une solution. Donc c'est soit en feintant le grand, soit en utilisant directement le fait qu'ils sont en aide pour laisser attaquer en 1 contre 1 les autres ou obtenir un tir. Ici, c'était la faute antisportive de Wayne Baldwin. C'est cette idée de libérer de l'espace sur le switch pour, comme on n'arrive pas à donner la balle et comme on n'arrive pas à attaquer intelligemment, attaquer derrière, libérer de l'espace. Et ici, on a Tarik Biberovic qui s'oublie, Matheus Rasel qui descend derrière pour ouvrir un tir complètement. Mais c'était trop peu trop tard. Et puis pour faire contraste, on va voir comment le Fener a attaqué les switches, mais surtout comment Monaco a moins protégé la raquette que Fenerbahçe, qui a ouvert beaucoup de choses faciles. Ici, vous voyez, il y a un switch, on passe directement la balle derrière. Alpha Diallo, il est un pas en retard, il arrive trop tard, et donc il fait une faute sur Nicolo Melli. Si vous allez voir sur des attaques de switch, en isolant sur le côté, ce que Monaco n'a pas fait, on attaque fort le grand, on le force à se déplacer, et ensuite on fait un cross, et il y a de l'attaque à l'opposé. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'espace ici pour ouvrir un premier lay-up. Quand les switches ont été moins agressifs, ici ils ont vraiment allé attaquer le grand. On voit qu'il y a moins d'aide de la part de Monaco. C'est plus facile d'aller au cercle, de rentrer dans l'art du grand et ensuite d'aller finir par-dessus. Même chose sur un Spanish, sur le côté. Ici, comme il switch, on va attaquer fort le grand et on va avoir un lay-up. Même si Monaco a une super adresse à 3 points, c'est de ces points-là faciles qu'ils ont manqué cruellement. Ici, on voit qu'il y a un changement défensif. Une autre façon d'attaquer le switch, comme il y a un changement, je viens aider du coin à l'opposé. Et donc, ce joueur, plutôt que de rester se cacher comme l'a fait Likomo tout à l'heure, je monte poste haut, je le force à faire un choix. Ici, il vient pas, donc j'ai un petit tir tout seul.
Et puis ce qu'on a vu Monaco tout à l'heure faire sur les stunts, c'est-à-dire attaquer et ensuite se déplacer pour ouvrir plus d'espace, on voit ici le mouvement très intelligent. Mike James, il est resté planté parce qu'il ne regardait que la balle et donc c'est un close-out plus facile avec un très bon Gortat screen de Melli. En résumé, Fenerbahçe a trouvé 14 points faciles sur les switches, là où Monaco n'en a trouvé que 2. Et puis pour clôturer le match, Marko Guduric a montré que c'était son équipe, le Fener. On l'a pas trop vu en première mi-temps, mais vers la fin du match, dès qu'on lui a laissé une opportunité en passant sous l'écran, il a puni, ça l'a mis en confiance. Et par la suite, on l'a vu avec un gros step back sur la tête de Mike James au retour de la deuxième mi-temps. Sur les switches, on voit beaucoup d'espace, on voit qu'il y a moins d'aide de la part de Monaco que ce qu'il y avait de la part du Fener. Même si c'est très bien défendu ici par Daniel Theis qui est très mobile, Marko Guduric il met un tir très compliqué. Il va ensuite ici aller au cercle, provoquer la faute pour obtenir 2 lancers et puis le tir de la victoire. En résumé, le Fener a remporté ce match sur des détails, en poussant un peu plus la balle que Monaco, en défendant plus intelligemment les switches, avec un tout petit peu plus de précision tactique, ce qui leur a permis de remporter l'Euroleague et de laisser frustrer Monaco, qui devra attendre la saison prochaine où ils reviendront, c'est sûr, avec une vengeance.